Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 16 novembre. Martin Lemay avec vous. François Gagnon également est avec nous. Comment ça va, Frank? Ça va merveilleusement bien. Écoute, ça a été toute une fin de semaine de sport. Et puis, il faisait pas vraiment beau dehors, on va se le dire. Donc, c'était moins, je te dirais que c'était moins pénalisant ou c'était moins compromettant de s'étendre sur un divan ou de s'asseoir sur une chaise pour regarder tout ce qui se passait en fin de semaine. Évidemment que de mon côté, ça a été le golf qui a été vraiment là, au centre de mon attention. Et je dirais au centre de toute mon attention. Mais il y avait quand même, évidemment, la NFL. Il y avait quand même plein de sports. Course automobile, d'ailleurs, je pense qu'on va en parler un petit peu tantôt aussi. Là, mais écoute, pour moi, le tournoi des maîtres, c'est l'événement de l'année au niveau du golf. Habituellement, c'est la fin de semaine avant le début des séries éliminatoires. Donc, ça grouille. Si le Canadien est là ou si le Canadien n'est pas là, ça grouille encore plus. Alors, c'est plus difficile à suivre. Mais cette fin de semaine-ci, disons que j'avais pas mal de temps à consacrer au golf. Ah oui, dans le fond, le mot que tu cherchais, c'est on se sentait pas mal. Pas de sentiment de culpabilité en raison Moins de la coupable. température. Moins coupable, exactement. Donc, on jase, on est là minimum jusqu'à 13h. Éric Bélanger, Normand Flynn vont être là. Et vous aussi, vous êtes là. Vous n'êtes pas habitué à On jase, que vous soyez sur la télévision, vous nous regardez sur rds.ca ou sur n'importe quelle plateforme de podcast, YouTube, tout le monde, là, partout. Vous pouvez nous écrire en direct sur Facebook d'RDS, le Facebook d'On jase et la page officielle de On jase sur le rds.ca. Je le dis et je le dis souvent et je le répète, c'est le meilleur blog de hockey qui existe. Des gens qui connaissent le hockey, qui sont respectueux. Il n'y en a pas qui vont aller vous insulter là-dessus parce que, premièrement, les commentaires sont intelligents et les gens qui les partagent ont le respect des autres. Donc, je vous invite à venir nous jaser ça et d'y aller de vos commentaires. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Bélé est là. Vous m'avez vu avec mon masque au début. C'est rendu, là, je vous le dis tout le temps, faites attention. D'ailleurs, nos meilleures pensées accompagnent les gens qui sont frappés de près ou de loin, que ce soit par des pertes financières, des pertes d'emploi et même la perte de proches ou la maladie. Il y en a qui sont sur le carreau solide. Et là, moi, je le vis également. J'ai 2 enfants que leurs classes ont été fermées. Et là, aujourd'hui, on a reçu le courriel qu'on doit aller les faire tester. Donc, pas d'alarme, pas de symptômes, rien, mais par précaution, on va aller faire ce que la santé publique nous dise. Donc, ça marche pour tout le monde, en espérant que le fait qu'ils ont porté leur masque tout le temps ait fonctionné puis qu'il soit négatif lorsque les résultats vont revenir. Frank, premier invité, je pense qu'il a trippé un peu comme toi en fin de semaine avec le Master à l'automne. C'est Éric Bélanger. Bélé, comment ça va? Hello, Bélé. Oh, ben, il n'y a pas de son. Fait que, François, on va commencer avec toi. Éric, pèse un piton, branche ton fil. Il a travaillé trop fort. Il a travaillé trop fort dans la neige, je pense. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Dan. 10 sur 10, c'est ça que François disait. La tempête de neige t'a frappé pas frappé ton micro. Les gens, il y a de la neige à Québec? Oui, monsieur. Eh, tabarnouche. Hey boy, ça fait un décor assez différent de Augusta, François. Avez-vous aimé ça, le Master à l'automne? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait une grosse différence, mis à part que les fans n'étaient pas là, mais au niveau du décor, parce que c'est très apaisant, c'est très fun, le Master au printemps avec toutes les couleurs. Avez-vous trouvé une différence en le regardant? Je vais laisser Éric commencer. Vas-y, Éric. OK. Oui, hey, moi, j'ai adoré ça. Écoute, moi, je pense que j'ai pas bougé de 5 pieds de mon divan. Là. Il y a un trou dedans. Écoute, nous, normalement, quand j'étais joueur de hockey dans la Ligue nationale, on faisait toujours des poules. Normalement, c'était au mois d'avril. Cette année, c'était exceptionnel à cause des circonstances. Mais on faisait toujours des poules, puis c'est le tournoi qu'on suivait le plus. Et moi, je l'ai vécu quand même assez près. Quand j'ai joué pour les Trashers d'Atlanta, Augusta est quand même pas trop loin de là-bas. Puis Scott Mellenby était mon coéquipier à l'époque. Il était ami avec Stuart Singh. Fait que on avait vraiment une proximité d'un joueur qui était là à l'époque. Et puis, moi, je l'avais vécu. J'aurais aimé ça, pouvoir le vivre live à un moment donné là, dans ma vie, mais on était toujours en train de jouer. Mais moi, de voir la difficulté de samedi et dimanche, les roulés, Tiger qui s'échappe, de voir Dustin Johnson ne pas manquer une balle, les greens en régulation, quelque chose comme 85 %, c'était incroyable de voir ce gars-là aller, puis de voir la qualité du terrain au mois de novembre. C'était de toute beauté. Moi,
Si je pouvais me réincarner, je me réincarnerais en joueur de golf. Ah, écoute, certainement. Puis, T'es trop Martin t'a posé une impatient, question Éric. sur la... Martin t'a posé une question sur la beauté du parcours. C'est sûr que quand tu y vas dans le temps normal au printemps, tu sais, chaque trou a un nom qui est associé à de la végétation, des fleurs, des arbres. Et les fleurs au printemps, là-bas, à Augusta, Magnolia Lane, là, quand tu entres puis tu arrives sur la façade du chalet, c'est vraiment... C'est hallucinant de couleurs et de beauté. Qu'on aime le golf ou non, là. Puis moi, j'ai été chanceux. J'ai eu le plaisir, l'immense plaisir, l'honneur d'aller couvrir le tournoi des maîtres une fois dans ma vie. Et je te dirais que les 2-3 premiers jours, c'est ça qui te saute aux yeux tout le temps. C'est à quel point tout est parfait. Bon, les conditions étaient différentes. Il n'y avait pas de fleurs, c'est la végétation. On a vu que les couleurs étaient quand même là. C'est plus... Il n'y a pas d'érable à sucre trop là-bas, là, on va se le dire. Il y a plus des pins. C'est pas la même végétation, mais il y avait quand même certaines couleurs automnales. Alors ça, c'était beau. Mais la plus grosse différence, c'était que le terrain, surtout jeudi, vendredi et samedi, était beaucoup plus facile, entre guillemets, qu'il ne l'est au printemps. Le terrain était plus mou, les verres étaient plus réceptifs. Hier, avec le vent, ça a compliqué les choses et les verres ont commencé à rouler un peu plus samedi et encore hier. Mais le terrain était moins terrifiant sur les verres qu'il ne l'est au printemps. Et ça a permis à Dustin Johnson, qui était absolument phénoménal cette semaine, d'établir un nouveau record. Là. Moins 20, ça s'était jamais vu. Moins 20 en 2020, ça va être facile à se souvenir. Même moi qui perds ma mémoire, là, j'ai l'impression que ça, je vais pouvoir le garder pour longtemps. Mais tu sais, c'est un exploit, le moins 20. Mais mettez-vous dans la peau de Cameron Smith, qui est l'Australien, qui a réalisé lui aussi un exploit qui ne s'était jamais vu au tournoi des maîtres. 4 rondes consécutives sous la barre des 70, donc dans les 60. Puis il ne gagne pas! Alors, tu sais, là, tu te rends compte à quel point on avait affaire à un tournoi exceptionnel parce qu'il était à l'automne, dans des conditions exceptionnelles. Puis ça nous a donné du golf absolument exceptionnel et fabuleusement exceptionnel, que je te dirais. Bien sûr, on va avoir plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler de hockey, on va parler, bien sûr, on va terminer avec le Master parce que c'était un événement important. Pour vous dire à quel point c'est important, la NFL, qui ne change jamais son calendrier pour personne, a mis seulement 5 matchs à 13 heures pour en avoir par la suite 6 à 16 heures. C'est du jamais vu. On va revenir à la normale dans les prochaines semaines avec du 7-4, 7-13, etc. Pourquoi? Pour avoir le moins de matchs possible. Et les diffuseurs CBS, bien sûr, qui présentaient le Master. On a fait débuter le Master la dernière ronde à 8 heures pour 2 raisons, le foot et l'éclairage, la clarté, pour que ça se finisse assez tôt pour qu'après ça, CBS puisse présenter tous ses matchs de football. Fait que c'est pour vous dire à quel point c'était gros le Master. Mais même si vous ne tripez pas au golf, il y a eu des événements en fin de semaine. Puis on va parler également des chandails rétro. Là. Il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas. Fait qu'on va y aller de vos opinions fashion, les gars, et également les gens qui nous écrivent. Parce que je reçois beaucoup présentement de commentaires sur le RDS.ca, sur On Jase, et également sur la page Facebook, sur les chandails. La question était déjà inscrite sur Facebook. Allez-y de vos commentaires. On va demander à Éric Héroldi, dans pas grand temps, son commentaire sur les chandails. Mais on retient en fin de semaine, même si vous n'êtes pas fan de Master, Tiger Woods a fait un par 3 à la Martin Lemay, c'est-à-dire il a planté un 10 sur le par 3. Je me suis tellement senti mieux en me disant, si Tiger peut faire ça, j'ai le droit à cette heure de faire un 10. François, tu es un joueur de golf. Éric, tu es un joueur de hockey. Que ce soit au hockey, au golf, y a-tu des... Quand tu as vu ça, puis tu as vu Tiger se planter, ça t'a-tu ramené... Premièrement, qu'est-ce que tu as passé de Tiger, puis ça t'a-tu ramené des souvenirs de gars qui se sont plantés dans la vie? Parce que, tu sais, quand on fait ça tous les jours, là, du hockey, c'est sûr que tu l'échappes des fois. Ben écoute, et je suis sûr qu'Éric va avoir des expériences professionnelles là, qui pourra comparer à celles de Tiger, pas nécessairement au golf, mais pour revenir à ce 10-là, c'est arrivé au trou numéro 12. C'est au cœur de Amen Corner. Puis ça porte son nom parce que t'implores au sein du ciel quand ça va mal. Et puis, c'était jamais arrivé à Tiger Woods. Là. C'est le pire score qu'il a jamais eu en tournoi depuis le début de sa carrière. 2 coups de départ à l'eau. C'est une petite normale 3. Là. Ça a l'air de rien. Mm-hmm. Mais Jordan Spieth, il y a une couple d'années, avait perdu son tournoi là.
Tiger envoie 2 balles à l'eau pour ceux qui ne l'ont pas vu. Après ça, il s'en va dans une fosse de sable en arrière. Il est amanché tout croche. Un coup qui déboule parce que le verre revient vers l'eau. Donc, une 3e balle à l'eau, puis il finit par manquer un roulé. En tout cas, ça fait 10. Ça, si Tiger Woods est capable de faire un 10 sur un trou, c'est rassurant pour tous les golfeurs moyens de la planète entière. Sauf que, et c'est là que tu vois la grandeur de ce joueur-là. Moi, je fais un 10, là. Il y a la moitié de mes bâtons qui sont cassés. Il y a des balles qui sont garochées à l'eau. Je veux dire, j'en ai pour un mois à me remettre, OK? Tiger Woods a fait un 10. Il n'était plus dans les meneurs. C'était clair qu'il n'allait pas récidiver avec son titre de l'année dernière. Il aurait pu décrocher. Il aurait pu dire, bon, le 12 est fini, le tournoi est fini. Bon, après le 12, c'est une normale 5, le 13e trou qui, pour moi, est le plus beau du Augusta National. Mais 13, 14, 15, 16, 17, 18, il restait 6 trous. Bien, il a fait 5 oiselets là-dessus, là. Alors, tu vois comment le gars a réagi. Pas découragé, il aurait pu, il n'y avait plus rien à gagner. Il a fait l'histoire avec de la pire des manières. Ben non. Et c'est reprogrammé, puis donc, on recommence, puis on finit fort, et c'est exactement une des nombreuses raisons qui font que Tiger Woods va passer à l'histoire comme étant le plus grand joueur de golf, même devant Nicklaus du monde. Oh oui, on va jaser avec Éric dans les fois qui se sont plantés. François, tu t'en es bien sorti en nous racontant le trou, mais c'est pas grave. Tu vas me compter, avant la fin du show, la fois où tu t'es planté, que ce soit sur le terrain de golf ou comme journaliste. Moi, je n'aimerais pas le nom de journaliste, mais je me souviens même un journaliste en point de presse, à Jacques Martin, qui avait dit « Comment allez-vous contrer le gros Dustin Byfuglien devant le filet? » C'est un gros bonhomme à déplacer. Et Jacques Martin est très mal à l'aise de dire aux journalistes « C'est parce qu'il joue à la défense. Je ne sais pas si tu as regardé les games dernièrement. Fait que s'il est devant notre filet, ça devrait être bon pour nous autres. » Fait que ça arrive de se planter. Oui. François, que ce soit comme journaliste ou comme golfeur, tu vas nous en compter une. Éric, qu'est-ce que tu as pensé de Tiger? Puis les fois que tu as vu des gars se planter au hockey ou au golf? Écoute, Tiger Woods, c'est sûr que Tiger Woods, on ne s'attend pas à ce qu'il va réussir un 10 sur un par 3. Puis comme François l'a si bien expliqué, il a rebondi quand même pas pire avec 5 birdies, 5 oiselets plus tard dans la ronde, mais lui, il s'est dit, garde, s'il y a quelqu'un qui m'écœure avec ça, je pense que je vais lui montrer mes 14 vestons verts puis mes 70 000 tournois que j'ai gagnés. Fait que lui, je pense pas, ça l'a bien offusqué. Il était fâché après lui, mais après ça, il a passé à d'autres choses. Pour moi, l'histoire de golf, c'est sûr que moi, j'en ai eu en masse des 10, mais moi, je me rends pas à 10, je ramasse ma balle parce que sinon, je m'en vais chez nous puis je me m'emboule dans un coin. Fait que ça, c'est la première affaire, puis c'est sûr que j'en ai eu des mauvais coups. Première année dans la Ligue nationale à Los Angeles, on a le tournoi d'équipe au début d'année. Puis, tu sais, mon anglais, il était correct. Mon golf était pas terrible à l'époque. Puis, on m'amène au tournoi de golf. On me met dans le foursome de la femme du propriétaire de l'équipe. On était seulement 2 recrues à l'époque. Puis, comme je disais, mon anglais pas terrible. On me met dans le kart avec la Madame Anchus. Donc, je peux vous dire une affaire que j'ai trouvé la journée assez longue parce que, premièrement, je sais que la femme du propriétaire, tu veux bien parler, tu veux bien jouer au golf. Puis à l'époque, j'étais quand même assez pas bon, là. Donc, ça a été... On jouait au Sherwood Country Club. Frank, il doit savoir c'est quoi ce terrain-là. Donc, ça a été une journée assez pitoyable de ma part. J'avais un sac qui était Bourgogne à l'époque. C'était n'importe quoi. Les gars ont fait par exprès pour me mettre avec elle. Et puis, en Arizona, j'étais avec Shane Doan. On restait dans le même quartier. On restait sur un terrain de golf et juste à côté de Silverleaf. Frank doit savoir c'est quoi aussi. DC Ranch, le terrain du golf. Et Shane Doan est vraiment, mais vraiment pas bon au golf. Puis ce gars-là, pour les gens qui ne savent pas, ne sacre jamais. Puis à un moment donné, rendu au 12, il devait être rendu à 100. Mais non, il était de bonne humeur, puis pas de sac, mais il y a des fois qu'il a lancé un « what the hein », puis sans sacrer, gars, c'est drôle à mourir. Puis de ma part, au hockey, c'est déjà arrivé lorsque j'étais avec les Trashers d'Atlanta. Lancer de punition en fin de match, le match était égalité, puis je m'en vais. Si je marque le but, on gagne. Alors, je m'exécute, puis j'étais pas très bon dans le lancer de pénalité. Pour être honnête, je pense que je suis 1 en 6 dans ma carrière. Je fais un half slapper quand j'arrive au top des oreilles. Je manque le filet et je casse la baie vitrée. Mesdames et messieurs, j'ai trouvé les 15 minutes assez longues. Merci, assis sur le banc, la tête entre les 2 jambes. J'ai cassé la baie vitrée.
T'as tiré à côté du net moins... en shootout. J'ai manqué le top net à droite et j'ai cassé la baie vitrée. J'ai craqué la baie vitrée. Mais ça t'a donné une consolation, Eric, parce que tu peux dire que ton tir était puissant à ce moment-là, même s'il avait manqué un petit peu de précision. Oui, mais c'était très gênant. Bon. Écoute, ça donnait un master qui est le fun. Vas-y, mon Frank. Mouille-toi. Ben, je vais t'en donner des occasions. J'ai eu l'air fou souvent, là, fait que j'ai l'embarras du choix. Au niveau professionnel, avant de faire du sport, je faisais du journalisme général. Et puis, j'ai commencé ma carrière dans l'Outaouais. Puis dans l'Outaouais, il y a beaucoup d'anglophones, il y a beaucoup d'anglais qui est parlé par des francophones. Et puis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, je couvrais les faits divers à ce moment-là. Il y a un policier de Hull à l'époque qui me dit que dans le cadre de leur enquête, il avait fait appel à des spécialistes, à dog masters. Mais là, dans mon petit cerveau, j'ai pas réalisé que Dog Master, c'était D-O-G-M-A-S-T-E-R, un maître chien qu'on dit en français. Donc, on avait fait appel à des chiens renifleurs et aux policiers qui s'occupent de lui. Donc, c'est comme ça qu'on avait trouvé l'accusé à ce moment-là. Ben moi, le spécialiste, je l'ai nommé dans mon texte, je l'ai appelé Dog Master en pensant que Dog Master, il se promenait à 2 pattes et pas à 4 pattes. Fait que, disons que j'ai fait rire de moi pas mal pendant des années. D-O-U-G, Dog Master. Puis ça correspond avec le tournoi des maîtres, j'y avais même pas pensé. Alors ça, c'est une des fois que j'ai eu l'air fou. Dans le monde du sport, à l'époque où je couvrais les sénateurs d'Ottawa, je travaillais pour le journal Le Droit, donc il fallait écrire. Et dans un match au Colorado, Michel Langevin, qui faisait la description des matchs des sénateurs, n'avait pas d'analyste pour ce match-là. Alors, j'ai combiné les deux jobs. Une bien mauvaise idée. Parce que c'est déjà assez difficile d'analyser un match de hockey en direct que quand il faut que tu écrives en plus, disons que là, tu en échappes à droite puis à gauche. Puis je trouvais donc que l'Avalanche jouait mal ce soir-là. Puis à un moment donné, on se réveille tous les deux. Et puis, je pense que Colorado avait eu sur Tognott à peu près, Ron Tognott, une 50aine de lancers, ou même plus que ça. Puis là, à un moment donné, on dit à la fin de la partie les étoiles. Puis là, Tognott est une étoile. Je comprenais pas pourquoi. Écoute, j'avais manqué une maudite bonne game de hockey, c'est clair. Alors ça, c'est une autre fois. Puis dans le monde du sport, ben là, écoute, que ce soit au golf, pas un grand joueur de golf. Je voudrais être bon. J'ai une marge d'erreur de 4-5, là, mais plus ta marge d'erreur est basse, plus tu trouves le moyen de devenir fou quand tu as des problèmes. Puis tiens, cette année, dans un tournoi à l'intérieur de notre club, pour le championnat du club Match Play, c'est 2 rondes, donc 36 trous. Après les 18 premiers trous, j'étais en avance par 5 trous avec 18 trous à faire. Au deuxième trou, je fais un birdie. Je prends une avance de 6 trous. Ben, j'ai perdu. Alors, appelez-moi le plus grand choker de l'histoire du golf. C'est bien possible parce que moi, j'ai fait une erreur, puis après ça, la chaîne n'a pas débarqué, elle a cassé purement et simplement. Alors, c'est pas tout le monde qui est Tiger Woods, comme il nous l'a prouvé aujourd'hui, mais dans le monde du sport, des bêtises, là, puis des catastrophes, j'en ai vécu souvent. Dans le golf, on en a connu, même dans les plus grands, au Master, des meltdowns, là, des gars qui se sont complètement effondrés. Ça existe. D'ailleurs, Johnson qui a gagné le tournoi, Norman. Je pense que c'est 4 fois. 4 fois, il avait mené un tournoi majeur, puis pas une fois, il l'avait gagné. Donc, c'est son premier sac d'un tournoi majeur. Mais les gars, voulez-vous que je vous fasse rire? François, tu vas connaître exactement en plus l'endroit où j'étais. Moi, je suis allé vivre à Whistler, en Colombie-Britannique, 1 an pour être bilingue. Je suis revenu bilingue. Sauf qu'en revenant ici, tu ne pratiques pas souvent, mais je me considère quand même bilingue, mis à part que le sport souvent est en anglais, etc. Je ne suis pas en pratique quotidiennement, contrairement à aujourd'hui que ma conjointe est anglophone, donc je le pratique beaucoup plus souvent. Et j'arrive dans le vestiaire du Canadien. François, tu te souviens, je faisais les entrevues du vestiaire pour CKC Sport à l'époque. Et c'est le retour de Patrice Brisebois à Montréal. Si tu te souviens bien, à côté de qui Patrice Brisebois était assis dans le vestiaire? Quand il était avec le Canadien ou du côté de l'Avalanche? Quand il est revenu, il était assis à côté du goaler. Avec l'Avalanche? Oh! OK? Fait que je m'en vais dans le vestiaire. Ce premier match-là, c'est le retour de Brisebois. Et Huet garde les buts sur la tête.
les journalistes sont autour de ces deux gars-là. Puis moi, c'est ma première fois. Tu sais, je veux pas bousculer personne. J'ai pas passé devant personne. J'ai attendu que tout le monde rentre quand les portes ont ouvert. Tu sais, François, comment il y a du monde dans le vestiaire. Puis là, il y a 2 scrums autour de ces 2 gars-là. Puis moi, je suis live à radio. Là. Je ne fais pas des clips pour tantôt. Là. Si je mets le micro puis je fais ça fait en ondes. Il faut que je ramasse des clips là. Puis j'essaie de rentrer. Puis excusez, je suis pas capable. Fait que je me reviens de bord. Puis dans le vestiaire, de l'autre côté, il y a Chris Higgins qui est là avec un seul journaliste. Fait que je m'en viens. Et mon plan, quand tu commences, c'est juste de mettre ton micro puis de prendre la question du journaliste qui est là, la réponse du joueur, puis sacrer ton camp. Tu sais, je veux pas poser une question la première fois que je m'en vais dans le vestiaire. Fait que je mets mon micro, puis le journaliste en question s'en va. Fait que je suis tout seul avec Higgins. Puis là, en haut, Martin Maguire dit « On joue Martin Lemay au vestiaire avec Christopher Higgins. » Et là, il y a un silence parce que je veux pas parler. Puis Higgins me regarde en voulant dire « Oui. » Fait que je finis par dire « Je viens juste d'arriver. » C'est ce que je veux dire. Je veux dire, je viens juste d'arriver. Peux-tu juste redire ce que tu viens de dire? Parce que je veux pas poser de questions. Fait que ce qui sort de ma bouche, c'est « We just join us. » Fait que là, il me regarde et il fait « What? » Et puis là, je fais rien pantoute. Le silence, mon gars, je suis rouge comme mon chandail présentement. Et d'un gentleman incroyable, il me regarde et fait « Oh yeah, we had a good game. We worked hard. Nice to see Breezeball back in the line-up. Cristobal was great. » Il me donne une côte, mon gars, de 3 minutes live à radio quasiment. Puis là, ça finit, je me mets ma main sur le micro, puis je regarde, je fais « Thank you. » Puis je m'en vais. Mais écoute, je suis remonté en haut. Martin Maguire et Dumais m'ont pas dit un mot. J'ai mis le micro sur le comptoir, puis j'ai sacré mon camp, puis j'ai dit la prochaine fois, je vais être prête avec une question. C'est pas vrai, je vais me faire pogner de même. J'ai eu l'air d'un cave live. Au moins tombé sur des gars qui étaient qui aimaient les matchs dans les que dans les défis. Et c'était un joueur vers qui on allait régulièrement, pour ne pas dire tout le temps, parce qu'il était de commerce agréable, il y avait des choses à dire et il aimait parler aux journalistes après les parties. Oui, Christopher Higgins. En tout cas, regarde, je l'ai échappé cette fois-là. Master, vous êtes content. F1, je ne sais pas si on a le temps un peu de jaser de F1. As-tu regardé ça, Eric? Le seul qui prend une pole position à part une Mercedes, ça a été Stroll en fin de semaine. Ça a suscité l'intérêt aussi. Là. Moi, j'adore la Formule 1. Mais je pense qu'on s'en va. J'adore les voitures, tout ça. Puis j'étais content de voir un Québécois de réussir la pole position. Donc, j'aurais aimé qu'il gagne, attends une seconde, Eric. Le Grand Prix. Mais... Eric, attends une seconde. Oui. Je t'arrête, Eric. On va aller à la pause à la télévision. Puis le web, on reste. On revient tout de suite. Ouais, c'est ma faute, Eric. Je t'ai lancé le sujet au moment où on arrivait à la pause de la télévision. Les gens de la télé sont partis voir un sport extra, mais sur le web, vous le savez, le podcast continue, on jase. Ouais, c'était la F1, fait que tu étais un fan de char. Vas-y donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, moi, j'adore, c'est ça. Je disais, j'adore la Formule 1, j'adore les voitures, j'adore la vitesse. Écoute, si je peux avoir 7-8 voitures là, dans le cours, j'en aurais. J'étais content de voir, parce qu'il a quand même été critiqué beaucoup, là, Lance Stroll, on va se le dire. Là. J'étais content qu'il ferme la trappe à beaucoup de monde. Pole position, j'aurais aimé ça qu'il soit capable là, de gagner la course pour prouver qu'il y avait une fin de semaine de rêve. Mais malheureusement, on sait comment ça marche en Formule 1. La voiture l'a lâché un petit peu. Il y a des problèmes de pneus. On a su pourquoi. Si les gens étaient capables de voir les articles de journaux ce matin, il y avait des problèmes avec un aileron qui donnait des résidus sur la roue. Donc, c'est décevant, mais au moins, il a prouvé qu'il était capable de rouler avec les meilleurs. Frank? As-tu encore François? Moi, je fais partie de ceux qui ont critiqué un peu Lance Stroll. C'est pas en fait Lance Stroll que je critiquais autant que le parcours qu'il a suivi. Tu sais, on se rend compte depuis des années que la Formule 1 est réservée à des enfants qui ont eu des cuillères d'argent dans la bouche. Là, il y a beaucoup de pilotes qui ont acheté des volants au fil des dernières années et j'avais peur que ce soit ça, Lance Stroll. Mais il a prouvé, pas juste la pole en fin de semaine, mais il a prouvé au fil des dernières années qu'il n'y avait pas un certain talent, un talent certain. Est-ce que ça va lui permettre de tailler une belle place au sein du peloton? Ça reste à voir, mais c'est vraiment intéressant de voir ce qui a été fait là, de voir que ça pourrait lui servir de tremplin vers des performances qui seront plus, je te dirais, plus stables. Mais ça dépend tellement de la voiture
Éric vient de le dire, là, un petit problème avec un aileron. Ça a gâché complètement sa course parce que son pneu se dégradait. Puis on n'a pas été en mesure de voir, de comprendre pourquoi le pneu se dégradait avant qu'il soit trop tard. Donc ça a été bien difficile pour lui. Ouais, pour les gens qui ne le savent pas, puis François, je pense que Valérie va essayer de te parler pour essayer de corriger ton... je pense que tu as un petit problème de connexion présentement. Pendant ce temps-là, je vais juste rappeler aux gens qui ne le savent pas. Gros départ pour Stroll et quand on est passé des pneus pluie aux pneus intermédiaires, son temps s'est effacé avec son collègue, mais il a réussi à gérer quand même la distance, se plaignant par contre du pneu. Et quand il est arrivé avec le deuxième pneu d'intermédiaire, surtout qu'il se demandait qu'il ne voulait pas changer ses pneus et que Perez, son coéquipier, ne les a jamais changés puis qu'il a terminé deuxième, là, aussitôt qu'il est sorti des garages, ses pneus du pneu, et là, les gens marquent « Ouais, mais son équipe a pris la mauvaise décision de changer les pneus. » Ce qu'on apprend, c'est que sur le premier set de pneus d'intermédiaire, son aileron est endommagé en avant et ça devait frotter. Il s'envoyait comme des billes, des grains de... on va dire des billes, là, des graines sur son pneu. C'est comme si son pneu tournait sur des billes constamment, donc manquait beaucoup d'adhération sur ce pneu avant-là, ce qui fait qu'il a chuté au classement et on a essayé de qu'il a perdu du temps devant Perez et on a essayé de le ramener pour mettre un nouveau set de pneus pour que cette stratégie-là fonctionne. Et l'aileron qui continuait de se dégrader devant, on s'en est juste rendu compte que l'aileron était abîmé lorsque la voiture est revenue au garage pour la suite des choses. Vous pourrez voir le tweet de Racing Point qui explique comment ça s'est passé. Là, je pense que c'est un long tweet de 5 tweets, je pense, Éric, qui ont pris pour expliquer tout ça. Mais toi, on en riait tout à l'heure, on faisait des jokes avec ça. Tu es un fan d'auto. Mettons, tu voudrais nous faire rêver. Là, c'est quoi les plus belles autos que soit tu as eues ou tu as vu un coéquipier avoir? Écoute, Marianne Gaborik avait la Porsche GT en 2007 ou 2008, je crois. Je suis intervenu justement d'un tournoi de golf avec lui. Cette auto-là, c'est incroyable. Je les ai toutes vues, les Bentley, les Rolls-Royce. Moi, comme je l'ai dit, je suis un amateur d'auto. J'ai eu des Porsche, Maserati. Je suis un fou des voitures. Je l'ai dit 1 an, là, puis je suis déjà tanné d'avoir une voiture. Là, je suis revenu au Québec. Je m'étais acheté un Maserati pour la Floride. Je me suis dit, je m'installe à la chaleur, je m'achète une belle voiture pour le soleil. Puis quand je suis revenu ici, elle passait 3 quarts de l'année dans le garage. Donc, j'ai vendu ça. Je l'ai retourné aux États-Unis. Et Donald T, justement, qui a fait Xfinity il y a 2 semaines en Arizona, et un ami à moi avec qui je joue au golf, et propriétaire de concessionnaire automobile, dont un Mercedes. Donc, j'étais allé me gâter. Je me suis acheté un GLC 63 AMG. C'est toute qu'une bête, un super de beau SUV. Ça me prend ça pour le Québec, malheureusement. Oui, j'étais convaincu, moi, tu avais troqué ça, ta Maserati, pour une minivan, maintenant que tu fais du hockey mineur. Non, pas de minivan? Non, pas de minivan. J'ai rien contre les minivans, mais non, j'ai goûté à ça, puis c'est dur de retourner en arrière. Il y en a qui ont plus de problèmes dans la vie que d'autres, hein? Ouais, pour moi, j'avais pas de neige. Ah, ça, c'était un bon point. On n'a pas de neige, on n'a pas de neige à avec Montréal. ton Mercedes puis des pneus à clous. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Écoute, moi j'ai 4 enfants, fait que je suis après me demander laquelle des minivans est la moins pire. Fait que c'est ça mon dilemme, tu vois. Hey, parlant de meilleur puis de moins pire, on a parlé de Lance Stroll, puis grand bien lui fasse parce que c'était impressionnant de voir la pole position. Mais quand on va revenir de la pause, là, je sais pas si ça vous tente, mais on parle pas de Lewis Hamilton encore, là, mais c'est quand même un 7e championnat du monde qui vient de remporter. Il égale Michael Schumacher. C'est déjà lui qui a le plus grand nombre de victoires, le plus grand nombre de poles. C'est-tu lui le meilleur de l'histoire? Je ne sais pas ce que Éric en pense. Je ne sais pas ce que toi, Martin, t'en penses. Pour moi, c'est pas lui, mais quand on va être revenu de la pause, je pense, dans quelques secondes, là, ça serait peut-être intéressant de faire le tour de ça et de ressortir certains noms qui sont peut-être passés dans l'oubli parce que... qu'est-ce que tu veux? C'est le signe des temps. On oublie vite des exploits du passé, oui. Mais je crois qu'il y a peut-être des choses intéressantes à parler là-dessus. Oui, mais écoute, c'est très bon. Puis avant de donner le puck à Bellé, j'ai déjà posé la question à la radio, Schumacher ou Lewis Hamilton. Tu as bien raison, on va se poser la question à l'instant.
Bon, les gens de la télévision viennent de nous rejoindre sur le podcast. On est live un peu partout sur les plateformes de rds.ca, sur le Facebook, mais la télévision vient filmer le podcast et nous quitte une fois pendant le show pour aller à un sport flash. Ils sont de retour, puis on est en train de se poser la question qui est le meilleur entre Schumacher et Lewis Hamilton. Je vais y aller d'un... Tu sais, moi, j'ai posé la question, exemple, à Phil Lagu à 98.5. Puis ici à Montréal, puis il m'a dit c'est un no-brainer. C'est Lewis Hamilton. Premièrement, sa carrière n'est pas finie, il va en rajouter d'autres. Et comme coéquipier, il a été de loin un bien meilleur coéquipier que Michael Schumacher l'a jamais été, avec plein de supercheries qui sont arrivées avec Schumacher. Donc, son opinion à lui était sans l'ombre d'un doute, c'est Lewis Hamilton. Moi, je vais y aller avec, en plus, que Lewis Hamilton fait à l'extérieur de sa voiture, son implication sociale, c'est sûr que ça me touche. Vous savez à quel point l'égalité des sexes, des genres, etc., ça me touche beaucoup. Moi, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Puis l'implication de Lewis Hamilton le propulse aux autres niveaux. Mais il y en a peut-être un ou deux qui ne sont pas aussi titrés, qui sont peut-être dans le haut. On va en reparler un peu plus tard. Eric, comment tu vois ça, toi? Hamilton puis Schumi. Mais je lisais justement quelque chose, puis François en a parlé tantôt. Si tu veux te rendre en Formule 1, il faut que tu sois en moyen. Puis, tu sais, moi, notre trainer avec les Chevaliers de Lévis travaille pour les écuries. Connaît bien Ralph Lessard. C'est un exemple parfait. Lui, il est quand même en NASCAR. Et puis, on en entend parler comment c'est dispendieux et comment que ça coûte cher se rendre dans ces courses-là, se rendre en Formule 1. Puis je pense que j'ai vu quelque chose passer en fin de semaine par rapport à Lewis Hamilton. François, tu me corrigeras si j'ai tort, mais il me semble qu'il vient d'une place assez modeste. Puis je pense que lui, il l'a eu à la dure pour se rendre au ski en ce moment. Donc ça a encore beaucoup plus de mérite que les autres qui ont peut-être eu la chose un petit peu plus facile, comme François disait tout à l'heure. Mais moi, Lewis Hamilton puis Schumacher, je compare ça un petit peu à le hockey des années 80 au hockey d'aujourd'hui. L'équipement, les voitures et tout ça, c'est différent. Ils sont rendus beaucoup plus performantes. Puis surtout, une écurie comme Mercedes, qui est d'un meilleur depuis quelques années, je ne sais pas si Schumacher aurait autant de succès dans les années d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, les équipements, les hockey, les gardiens n'étaient pas bons dans le temps. Donc, c'est dur de comparer les époques. Mais moi, j'ai un petit penchant pour un coureur comme Schumacher parce que je pense qu'à l'époque, il devait être un meilleur pilote que peut-être aujourd'hui. Je peux me tromper, mais c'est le feeling que j'ai avec la qualité des voitures aujourd'hui. Tu vois, je trouve ça super intéressant, ce point de vue-là, parce que il est toujours difficile. C'est difficile au hockey, c'est difficile au baseball, c'est difficile dans tout de faire des comparaisons entre des époques. Mais, tu sais, Martin, c'est drôle parce que tu as dit tout de suite, c'est Schumacher ou c'est Hamilton. Tu vas voir que je vais t'envoyer une petite curve après ça parce que pour moi, c'est ni un ni l'autre. Mais une qualité que Schumacher avait, et je ne sais pas si cette qualité-là est aussi grande du côté d'Hamilton, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait besoin autant des talents je te dirais, de perception du pilote pour améliorer les autos. Quand Schumacher est arrivé chez Ferrari, il restait de Ferrari seulement le nom, la réputation. C'était plus une grande écurie. Et il a permis à Ferrari, avec son travail, avec les exigences qu'il avait pour lui et pour les autres, il a permis à Ferrari de redevenir la grande écurie que ça avait déjà été. Est-ce que Hamilton est aussi bon que Schumacher à ce niveau-là? Je vais laisser les spécialistes de F1 en déterminer. Mais pour moi, c'était là une des grandes qualités de Michael Schumacher. Si on remonte dans le temps, Niki Lauda, qui a été champion du monde lui aussi, il a toujours dit que c'était sa plus grande qualité. C'était de s'asseoir dans une auto. Oui, il y avait des mains, oui, il y avait des yeux, mais il y avait un fessier qui lui permettait de sentir l'auto. Puis de dire à ses ingénieurs, ça va pas, ça va pas, ça doit être ajusté. Et ça, pour moi, ça fait partie des grands pilotes. Mais le meilleur pour moi, puis c'est sûr que ça remonte plus loin, puis ça m'a impressionné, puis on ne saura jamais combien de grands prix il aurait pu gagner en tout, combien de championnats il aurait pu aligner. Mais pour moi, c'est Ayrton Senna qui est le plus grand, qui est mort en 94 à Imola. Puis Ayrton Senna, pour moi, démontrait le fait qu'il était meilleur que tous les autres dans des conditions difficiles. Quand il pleuvait à torrent, quand les voitures glissaient, il y en avait un qui trouvait le moyen de toujours garder la ligne et de toujours maintenir, je te dirais,
non seulement son contrôle, mais à dominer la piste. Et c'était Senna. Et c'est dans ces circonstances-là, avec des voitures qui étaient moins, je te dirais, développées qu'aujourd'hui, que Senna, pour moi, a démontré que les qualités qu'il y avait dans le temps étaient les meilleures. Mais je peux te sortir un autre nom aussi, qui sera moins connu pour les jeunes d'aujourd'hui, mais le nom de Mario Andretti. Mario Andretti, qui n'a pas juste gagné en Formule 1, mais qui a gagné en Formule... tu as vu la Formule Kart, mais les 500 000 d'Indianapolis. Il a gagné au volant de différents types de véhicules. Et ça, pour moi, c'est une preuve supplémentaire des grandes qualités de pilote d'un gars qui se glisse derrière un volant. Tu lui donnes l'auto, le véhicule, tu lui donnes un volant, puis il dit, OK, comment je vais faire pour tirer le maximum de ça? Puis je suis pas en train de dire qu'Andretti est peut-être meilleur que Schumacher, que Hamilton ou que Ayrton Senna, mais je glisse ce nom-là juste pour qu'on puisse réaliser à quel point il a été dominant dans différents types de véhicules. Et ça, pour moi, c'est certainement une corde supplémentaire à son arc. Moi, je ne vais pas vous rabrouer. Là. Senna, je le savais que tu allais me dire, on en a parlé. Tu sais, je t'ai ouvert la porte, une porte patio de 9 pieds de large que je t'ai ouvert, François, parce que je voulais que tu le sortes. OK? Ayrton Senna, je suis avec toi. Si je devais faire un palmarès, je le mettrais en haut. Puis je suis chauviniste, là, mais pour moi, Gilles Villeneuve, c'est comme ça que moi, je prends connaissance de la F1. Moi, j'ai des souvenirs d'être assis dans le divan avec mon père à regarder la F1. Gilles Villeneuve, ça a pu avec l'aileron tout croche. Moi, ça va rester à vie marqué dans ma tête. Avec Gilles Villeneuve, Senna, pour moi, c'était des pilotes purs et durs. Mais dans le débat Schumacher-Hamilton, Schumacher arrive avec Ferrari, avec une écurie déboîtée, tu le dis, là. Mais il y a un gars qui arrive là et qui s'appelle Ross Brown. Et selon moi, c'est lui, puis c'est lui qui est avec Mercedes. C'est lui qui a fait de la Mercedes qu'on connaît. Puis quand il a parti son écurie, Brown Racing, souvenez-vous, il a gagné pareil. Ross Brown est certainement la seule et unique personne qui pourrait nous répondre à savoir, parce qu'ils ont eu les deux, qui de Schumacher et Hamilton est le meilleur pilote. Mais le brain derrière tout ça, là, Ross Brown. Ça se vaut très bien, puis c'est intéressant, oui. OK. Là, je ne sais pas si Flinner est arrivé. Une des questions qu'on a posées aux gens sur les médias sociaux, c'est par rapport aux nouveaux uniformes. J'ai l'impression qu'on va avoir du fun. Le Canadien a présenté ce matin très tôt un nouveau chandail. Puis, critique mode, Éric Héroldi et Normand Héroldi. Comment allez-vous, messieurs? Ça va bien, les boys, ça va bien. Normand. Ouais, ça va, Flinner? Hey, comment vous avez trouvé ça, le chandail bleu du Canadien? François, je vais commencer avec toi parce que tu es allé d'un commentaire assez virulent à l'extérieur des ondes. Fait que, comment tu as trouvé ça? Puis arrange-toi avec ma question. Écoute, quand j'ai vu ça, j'ai dit il essaye de faire de l'œil aux gens de Québec en sortant un chandail bleu, puis s'assurer de retrouver une manière de rayonner sur l'ensemble de la province. Le Canadien de Montréal, je sais qu'on dit le bleu, blanc, rouge, là, mais pour moi, c'est rouge ou c'est blanc, c'est pas d'affaire à être bleu. Bleu, c'est nordique. Puis les Nordiques, c'était à Québec. Là, ils sont rendus au Colorado, mais ça, c'est une autre affaire. Moi, je suis d'accord avec comment tu as trouvé le chandail? Sans saveur. Là, on aurait pu pousser un petit peu plus l'enveloppe. Je sais que les Canadiens, on n'aime pas trop sortir des chantiers battus, malgré qu'ils ont eu des gilets assez laids là, dans le passé, mais c'est correct. Là, mais je suis d'accord que c'est rouge ou c'est blanc. Il y a un petit peu trop de bleu, mais si vous voyez en arrière, là, moi, j'ai le chandail des Kings. J'ai l'autre chandail des Kings à ma gauche, à ma droite pour la télévision. Puis, j'ai le vintage qui est revenu. Oh, yeah! Lui, là... Oh, la couronne! La couronne. Puis, les Kings, là, honnêtement, là, je ne comprends pas pourquoi on ne retourne pas à ce chandail-là. Les deux que j'ai en arrière de moi sont vraiment plus beaux que qu'est-ce qu'ils ont présentement. Puis le third jersey que je viens de vous montrer, c'est, à mon avis, le plus beau qu'ils ont fait là, dans les rétros. Là. Il y en a quelques-uns qui sont assez laids, mais celui des Kings, moi, je l'adore. Normal. Ben moi, j'ai fait un petit peu mon analyse de tous les chandails, ou à peu près. Il m'a donné mes pires que j'ai vus, là. Les Ducks... Avant, donne-moi le Canadien. Avant, le Canadien, réponds-moi au Canadien, puis après ça, tu me fais ton top 3. Pour moi, Original 6, les 6 originaux, là, tu touches pas à ça.
Les Red Wings rajoutaient du gris. Le Canadien changeait les couleurs. Regarde. Les Blackhawks, pourquoi tu essaies de trouver... C'est le plus beau chandail ever, d'après moi. Les Blackhawks de Chicago avec le blanc ou le rouge. Alors, pourquoi tu joues avec ça? Je ne sais pas, là, mais quand tu as quelque chose, en anglais, ils disent « If it ain't broken, don't fix it ». Mais ça l'est le cas. Là. Tu sais, le Canadien, ils ont essayé toutes sortes de bébelles avec les chandails de barbrés, là, comme il y avait avant. Ça valait d'une enseigne de barbier, là. Tu sais, c'était affreux. Ça a duré l'histoire d'une game, je pense. Mais moi, celui-là, je ne ferais pas ça. Oui, je sais qu'il avait déjà porté ça, mais tu sais, à un moment donné, tu arrives où tu trouves ton fit. Arrête de changer. Là. Quand tu l'as trouvé, ton fit, arrête. Là. Comme tantôt, Éric l'expliquait, le chandail des Kings, il était beau. Le chandail qu'il y avait, là, le jaune là, qui ressortait. Puis, pourquoi tu essaies de trouver d'autres couleurs? Des fois, tu regardes les sables de Buffalo. Combien de chandails ça fait qu'ils changent le logo en avant, changent les couleurs, changent les dimensions des lignes. Tu sais, ça finit plus. Ça montre peut-être un petit peu l'instabilité dans l'équipe aussi. Peut-être c'est ça qu'ils veulent illustrer. Là. Les Ducks, Arizona, c'est-tu assez affreux, le genre de robot en face de coyote affreux, couleur affreuse. Tu sais, les Blues, ils ont fait comme le Canadien, ils ont juste changé de couleur. Eux autres, ils ont mis du rouge au lieu du bleu. Les Canadiens ont mis du bleu au lieu du rouge. Fait que ça, je trouve, encore une fois, on n'aurait pas touché à ça. Chicago, j'ai dit « don't touch ». Pourquoi qu'on essaye de faire ça? Je ne le sais pas. Chicago, je resterai ça comme c'est là. Minnesota, tu as joué pour eux autres. Je ne sais pas si tu l'as vu, Eric, là, un petit verre poudre là, qu'ils ont mis. Là. Ouais. C'est affreux. Ça a l'air d'un chandail joué à ringuette. Là. Moi, je ne toucherai pas à ça, ces couleurs-là. Ceux que j'ai trouvés beaux, par exemple, les Rangers avec la face de la Statue de la Liberté, ils le trouvent sharp, lui. Différemment des Rangers écrits en lettres comme ça, lui, je le trouve beau. Honnêtement, là, eux autres, ils devraient l'adopter. Philadelphie, pas laid. Ils ont niaisé un petit peu avec le blanc. Ils l'ont mis un peu plus haut. Ses manches, je trouve pas ça laid. San Jose aussi, je le trouve beau. Puis celui que j'ai trouvé le plus beau, c'est les Canucks de Vancouver. J'ai trouvé que le vert qu'ils ont mis avec le bleu, je trouvais que ça a fait un beau mélange, un beau mix. Ça leur donne une autre saveur, puis ça change pas l'allure. La seule chose que je me pose comme question, pourquoi les Whalers à Hartford, les Nordiques, sont encore là? Ils veulent tourner le fer dans le plaid à Québec? Hein? On propose un autre chandail, mais vous n'avez jamais d'équipe. Écoute, si je pouvais, si on était en studio, si on était en studio, je pense que je me coucherais à la tête tellement je trouve ça drôle parce que t'es complètement à l'opposé de François Gagnon. François, tout à l'heure, tu me parlais avant le show des chandails. Qu'est-ce que tu pensais? Je prends le palmarès à Normand, je le vais de base, c'est le tien. Vas-y. Ah non, on ne sera pas d'accord là-dessus. Premièrement, je vais commencer avec la fin de Normand. L'Avalanche du Colorado puis les Hurricanes de Caroline rendent hommage à leur premier club. Rendre hommage aux Whalers. Ils l'ont déjà fait dans le passé. C'était un succès. Puis pour ce qui est de moi, ben écoute, tu peux sortir Québec du gars. Tu peux sortir le gars de Québec, mais tu ne sortiras jamais Québec du gars. Et je suis heureux de voir que l'Avalanche rend hommage. Sakic a joué à Québec. C'est là qui a fait son entrée dans la Ligue nationale. Et de revoir le chandail des Nordiques, d'ailleurs, qu'on voit encore partout autour de la Ligue, comme celui des Whalers, je trouve ça bien. Maintenant, je partage ton avis pour les Blackhawks de Chicago. Le problème, c'est au niveau social, on l'a vu, là, les Redskins de Washington changent de nom. Les Blackhawks, pour des raisons évidentes, devront probablement reviser leur logo, revoir une façon de ne pas avoir un logo qui, porte ombrage aux cultures amérindiennes. On a le droit d'être d'accord ou pas avec ces prétentions-là, mais il y en demeure pas moins que c'est clair que les Blackhawks s'en vont vers ça. Qu'est-ce que ça donnera? Je ne le sais pas. Mais surtout que moi, le chandail blanc des Blackhawks, j'ai toujours dit que c'était le plus beau chandail du hockey. Mais on verra vers où on s'en va. La Statue de la Liberté, Normand, pour les Rangers, on l'a vu, ça, il y a 4-5 ans. Souvenez-vous le but de Marek Malik en 13e, 14e gars en tir-barrage. Il avait justement fait son genre de Statue de la Liberté. Il me semble que c'était dans ce match-là, il portait ce chandail-là qui, pour moi, est vraiment pas beau. Mais ça, c'est une question de goût, là. Puis les Blues de Saint-Louis, ce que j'aime des Blues, c'est qu'ils nous rappellent l'époque où Wayne Gretzky était là-bas avec Bretol. Il y avait un ramassis de joueurs de hockey extraordinaire qui était peut-être...
sur le deuxième et troisième versant de leur carrière, ça, j'en conviens. Mais ce chandail-là, pour moi, m'a toujours inspiré. Alors ça, je trouve ça beau. Mais pour revenir avec ce que Bélé disait tantôt, le chandail des Kings de Los Angeles, là, le premier avec la couronne, le jaune, ça c'est dur à battre aussi. Oui. Éric, avant que je te redonne le puck, là, juste lire quelques messages là, sur Facebook. Claude Morin qui dit « C'est winner, les nouveaux jerseys auprès des jeunes, ma gang de mononcle avec plein de bonhommes sourires. » Il y a Martin Plot de Renault qui dit « Vous êtes donc ben pépère, sont beaux les nouveaux chandails des Canadiens. » Et Stéphane Fibot également sur les chandails qui dit qu'ils sont magnifiques. Les nouveaux chandails. Puis il y a du monde sur Onjaz, sur la page officielle d'Onjaz, qui écrivent sur les chandails, entre autres Laurent Saint-Pierre, qui est un régulier, qui dit que ses préférés, c'est les Flames. Moi, j'adore qu'on ramène des anciens chandails. Les Flames, effectivement, ils ont pris un nouveau chandail. Ils auraient pu aller encore plus loin en ramenant le chandail, puis je suis peut-être trop vieux pour m'en souvenir, trop jeune pour... En tout cas, ça trahit peut-être les Flames d'Atlanta. Il aurait pu nous ramener ce logo-là avec Daniel Bouchard dans le net. Il parle des Kings, des Jackets, de Tampa Bay. Les Kings, Éric, là, puis je retourne à toi, puis je vais revenir aux commentaires tantôt. Là. Les Kings, ils étaient jaunes à la maison et mauves à l'étranger. Il n'y avait même pas de blanc dans ce temps-là avec les Kings, avec Rogatien Vachon. Et moi, mon hockey mineur, Normand, peut-être que toi, tu étais dans ce coin-là dans le temps. À Laval, le hockey mineur, Laval-Sud, nos chandails, ça a toujours été les chandails des Kings. Et quand on était mauve, c'était correct. On avait puis souvenez-vous, les pantalons, les culottes, c'était mauve avec la ligne jaune sur le côté. Mais une année, ils ont voulu faire ça beau. Ils ont mis les chandails jaunes avec la stripe mauve sur la culotte. La culotte jaune, j'étais goaler. J'avais laissé mon stock dans la poche sans le sortir en arrivant à la maison. Le fond de culotte était venu vert, noir. C'était horrible. C'était terrible, ce chandail-là. Le jaune, là, c'était quelque chose. Parce qu'il faut que tu laves de temps en temps, Martin. Oui, il faut sortir, ça a l'air. Hein? Moi, je reviens à Anaheim, épouvantable, à l'Arizona, épouvantable. Les Canucks, moi, je déteste ce chandail-là. Je retournerais dans le temps de Pavel Bure, Mogilny, ces joueurs-là, dans le jaune un petit peu. Sérieux, je le déteste de qui ont fait, qui ont changé Éric, ça. Avec le il aurait dû ramener les V. Les gros il aurait dû ramener les V au lieu du logo, le V. Oui. Tony Tanti. Tony N'importe quoi Tanti, sauf ça. Moi, je l'aime pas, l'uniforme. Puis le pire de la Ligue nationale, à mon avis, c'est depuis des années, c'est les Prédateurs de Nashville. Je trouve qu'on... Je sais pas. Mais les Canucks, moi, ils me déçoivent. C'est mon pire uniforme avec les Prédateurs. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, Canucks, je suis d'accord avec toi. ce que je réalise, là, c'est qu'on... Ce que je réalise, c'est qu'on se fait traiter de mononcle, là, puis je plaide coupable. Je plaide coupable. Non, mais ça, là, c'est une question d'argent aussi, les gars. Là, on cherche des façons pour augmenter les revenus. Fait que là, on sort des chandails pour créer un petit buzz parce qu'on n'a pas de hockey présentement. Le timing est bon, mais j'ai hâte de voir comment on va l'utiliser. Mais oui, quand on change des gilets normaux, moi, je l'ai vécu là, dans la Ligue nationale au nombre de fois qu'on avait les troisièmes uniformes là, dans les équipes que j'ai jouées. C'est une question d'argent. On vend plus de chandails, puis on est capable de générer plus de revenus. C'est certainement une des raisons pour qu'on a ressorti les chandails rétro. Moi, j'adore ça. Oui, ça, c'est correct. La seule chose que je dis, moi, souvent, juste pour finir là-dessus, Éric, tu sais, des fois, là, il y a des équipes, ils ont des... Je me rappelle, le championnat du monde, en tout cas, Canada-Russie ou les Suédois, ils veulent absolument jouer avec leur chandail gold. Tu sais, c'est leur chandail parce que dans l'histoire, c'est avec ce chandail-là qu'ils ont gagné des médailles d'or. La même chose avec le Canada. Fait que, puis les Russes, c'est encore pire. Fait que quand tu dis, ben là, on va changer ces couleurs-là, je sais qu'il y a des traditions d'établis, puis il y a des gars qui sont très superstitieux, puis ils veulent garder leur vieille racine. Puis, tu sais, un peu pour ça, je me dis, pourquoi qu'on fait tout ça? Oui, je suis d'accord, côté promotionnel, côté de vendre de la publicité, pas de la publicité, mais de vendre des chandails pour faire des revenus. Mais les gars dans la chambre qui jouent dans le chandail, je suis pas certain, moi, quand tu te promènes avec un chandail comme les Arizona, là, les Coyotes de l'Arizona ou les Ducks avec un bonhomme Mickey Mouse en avant, là, pas sûr que ça te tente bien. Quand ils sont beaux, t'es content, mais question, quand ils sont Éric. laids, t'as hâte qu'ils changent. Exact. C'est une bonne question pour toi, c'est Éric. C'est-tu déjà arrivé dans ta carrière que on vous a donné un nouveau chandail, puis les gars dans le vestiaire, vous êtes arrivés, vous avez fait on va aller des clowns avec ça sur le dos? Ben, en Arizona, on l'avait-tu fait? À Atlanta, il me semble qu'on l'avait fait. On avait eu un autre bleu plus poudre qui les. C'était pas des très beaux chandails à Atlanta, là.
Mais oui, on était content que ça soit juste pour 2-3 matchs dans l'année. Mais quand ils sont beaux, comme le jaune des Kings, c'est unanime. Tous les gars avec qui j'ai joué à Los Angeles ont toujours dit qu'on devrait revenir à ce chandail-là. Mais c'est pas moi qui prends les décisions. C'est pas des jokes, hein? Si on regarde ta carrière, Eric, tu as joué pour bien des équipes qui avaient des chandaillettes. Les Hurricanes, tu as été échangé à Nashville, même si tu n'as pas joué. Les Coyotes. Écoute, vraiment, tu as joué pour vraiment des équipes LED? Les Oilers. Les Oilers sont revenus à lui en arrière. Les Oilers! Mais l'ancien des Oilers, le bleu, là, avant qu'il retourne à lui, il était très laid, là. Il était très laid. Lui, il est plus beau. Mais le Minnesota aussi, il n'est pas très beau en arrière, là. Lui, il n'est pas terrible. Minnesota, c'est un peu vintage pour les North Stars, vous ne trouvez pas? Oui, mais moi, j'aurais retourné à ça. Mais le logo North est très Stars beau. au complet. Vas-y, François. Le problème, c'est que pour celui de Minnesota, c'est que tu veux rendre hommage aux North Stars, mais en même temps, les North Stars sont déménagés à Dallas, puis Dallas a ressorti aussi avec l'étoile, puis tout ça pour conserver une portion avec l'histoire. Et c'est ça qui est le plus dur. Tu sais, Normand parlait des Ducks tantôt. C'est Walt Disney qui a amené la Ligue nationale à Anaheim, donc d'une manière, tu rends hommage. Mais il y a une chose, par exemple, je pense qu'on peut déterminer. Quand on a changé des chandails à certaines équipes, là, pensons aux Islanders, pensons aux Sabres de Buffalo, ça permettait d'écarter le fait qu'il était très mauvais quand on procédait à ces changements-là. Là. Le capitaine Eyeliner à New York et puis les Sabres ont eu des chandails qui étaient assez ordinaires, merci. Mais il en demeure pas moins que quand le club gagne, que le chandail soit beau ou laid, ben, il est plus beau ou moins laid quand le club gagne, puis quand le club perd, le chandail, il est laid. Il n'est pas laid, il est laid. Peu importe la couleur, peu importe le logo. Oui, écoute, on va jaser de hockey au sujet d'Eugene Melnyk, qui est complètement contre une division canadienne. On va jaser de ça, mais juste avant, faire un petit clin d'œil pour finir les uniformes. Il y a Olivier qui dit certainement le plus laid, celui des Red Wings, qui a l'air d'un chandail de pratique. Je suis quand même d'accord avec lui. Et un que vous n'avez pas parlé, qui est très beau, qui me rappelle des souvenirs de Glenn Chico Resch, celui des Devils du New Jersey qu'on a ramené avec le vert et rouge, souvenez-vous. En vert. Je trouve qu'on a fait un très beau clin d'œil à cette équipe-là. Les Rangers, moi, Frank, je suis avec toi. La couronne, là, c'est non pour la couronne. Pittsburgh, je comprends, parce qu'on jouait avec le bleu poudre de temps en temps, fait qu'on ne pouvait pas ramener lui comme vintage. Fait qu'on a ramené, souvenez-vous, quand on avait, dans le temps de Mario Lemieux, le Pittsburgh en billet, là, qui était un peu un genre d'hommage au vieux chandail exemple des Rangers. Donc, je comprends qu'on ait fait ça. Mais les Leafs qui sont moumounes, il aurait dû mettre ça blanc à ses côtés au lieu de gris. Bref, les gens à la télévision, merci d'avoir été là. Puis on continue sur le web. Bon, les gars, c'est assez de fashion, là. On les regardera les chandails, comme Eric a dit, c'est certainement pour faire du cash. Eric, t'es comme en double chiffre, t'attends-tu de rester? Ben, c'est pour vous. Moi, j'ai rien d'autre à faire. C'est deux occasions. Qui compte une... ouais, 2 fois 0 égale... Comment 2 fois 0? 0,99. Hey, les gars, Melnyk qui passe dans un podcast, qui a l'air enthousiaste à l'idée que la Ligue nationale de hockey a tous les outils pour relancer, sauf qu'il est contre une division canadienne parce qu'il dit les équipes qui se sont améliorées cette année, c'est toutes les équipes canadiennes. Qui c'est qui a un vieux téléphone de même? Qui a encore un téléphone? Tiens, moi, ta barouette. Oui, allô? Non, j'ai fermé. C'est un téléphone à roulette, c'est là. T'as-tu encore un téléphone à c'est l'ancienne sonnerie, là. L'ancienne sonnerie, là. Moi, quand ça sonne d'un autre manière, je me dis, non, quelqu'un qui reçoit un texto, voyons, qu'est-ce qui se passe? OK. Non, mais encore son téléphone à roulette. François a raison. Quand tu manques le 8, il faut que tu recommences au complet. Hey, mais on parle de Melnyk, là. Oui, vas-y. Il est contre les divisions canadiennes parce qu'il dit que toutes les équipes canadiennes se sont améliorées. Fait qu'il dit, je sais que cette année, c'est pas notre année, mais on s'est amélioré nous aussi, puis on pourrait pas le démontrer dans une division canadienne. Ton premier commentaire, Normand? Ben écoute, moi, je pense qu'ils vont être faibles de toute façon. Tu sais, c'est pas un reset, c'est un total rebuild qu'ils ont fait, là. Puis avant de reconstruire, les autres, là, ils ont passé tout à la dynamite, là. Ils ont tout défait.
au solage, puis ils recommencent au complet. Fait que je pense que dans le cas des Sénateurs, même s'ils ont rajouté des éléments intéressants, puis ils ont fait un bon repêchage, ça va prendre une couple d'années, là. Évidemment, si c'était dans une situation normale, là, OK, il va dire Détroit est dans sa division. Détroit, mettons, il pourrait battre Détroit, Buffalo qui a plus de troubles, peut-être les Panthers de la Floride pourraient compétitionner avec eux autres. Pour ce qui est des autres, je pense pas qu'ils seraient capables de compétitionner, les Leafs, etc. C'est sûr que dans la division canadienne, ça sera pas facile. Mais je pense qu'il y en a quand même pour 2-3 ans là, avant d'être capable de compétitionner avec n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, avec ce qu'ils ont dans les mains là. Je te dis pas qu'ils vont être pourris, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que Murray, qui était à Pittsburgh, il ne recevait pas 40 et 45 shots par game. Là. Il y avait des belles statistiques, là, mais d'après moi, il va se faire bombarder pas mal plus que ça à Ottawa. Puis ça va être difficile d'aller chercher des victoires. En tout cas, il commande un gros salaire, il va le gagner son salaire, ça, c'est ça. Avant d'aller à François quand tu regardes... Pardon? Quand tu regardes le texte, dans le texte, c'est pas toujours évident. Fait que je suis allé réécouter le podcast, puis quand Melnyk parle de la division canadienne, il ricane un petit peu. Parce que dans le fond, là, moi, je vais être moins généreux que Normand à l'égard des Sénateurs. Dans une division canadienne, on peut s'ostiner tant qu'on voudra, là, qui va finir premier, deuxième, mais le club qui va finir septième, c'est les Sénateurs d'Ottawa. À moins qu'il y ait une épidémie de blessures parmi un des autres clubs devant. Si on revient à la division Atlantique, bien, ils vont finir septième pareil. Parce que le seul club qui sont en mesure de battre, c'est les Red Wings de Détroit. Puis encore, je ne suis pas sûr, parce que Détroit a quand même apporté des améliorations légères. Ils sont en reconstruction là aussi. Mais j'ai l'impression que Détroit ne sera pas aussi moribond qu'ils l'ont été la saison dernière. Donc, à ce niveau-là, les Sénateurs se battraient pour la 7e place de toute façon. Fait que ça ne change strictement rien. Ce qui est intéressant, puis Normand analyse les matchs des Sénateurs, puis je sais que les Sénateurs n'ont pas bonne presse à Montréal, en grande partie à cause d'Eugène Melnyk, là, mais ce qui va être intéressant de voir, c'est si cette reconstruction-là, on va lui permettre de se rendre au bout. C'est-à-dire, si on va les garder, ces jeunes joueurs-là, si on va trouver une manière de ne pas les remplacer quand ils vont devenir les piliers de la formation. Parce que quand tu regardes les nouvelles bases des Sénateurs d'Ottawa, elles sont aussi bonnes que les bases de toutes les équipes canadiennes au niveau de leur relève. Et à certains égards, peut-être meilleures. Mais il faut laisser le temps à cette équipe-là de se développer. Puis quand elle sera développée, il faudra lui donner les moyens ou donner les moyens au directeur général, Pierre Dorion, de les garder à Ottawa au lieu de les laisser partir comme on a vu au cours des dernières années. Moi, si je suis propriétaire, si je suis un joueur, je dis « Hey, t'avais juste à donner plus d'argent à mon directeur général pour signer plus de gars. » Puis deuxièmement, moi, je suis dans une division canadienne. J'ai de la misère à amener du monde à Ottawa. Puis là, j'ai une chance de créer des rivalités. Allô? Pourquoi j'embarquerais pas là-dedans pour essayer de mousser un peu plus mes revenus? Parce que les Sénateurs ont l'air à toujours dire qu'ils sont les plus pauvres de la Ligue nationale. Puis là, on pourrait créer des rivalités, jouer des matchs plus souvent contre certaines équipes canadiennes qu'on ne voit pas peut-être aussi souvent qu'à l'habitude. Puis comme François vient de le dire, bien, donne des munitions à ton directeur général. Oui, on a bien repêché, oui, on a beaucoup de bons jeunes, mais tu sais, on n'est pas allé chercher des agents libres de première classe. Là. Fait que, tu sais, quand on dit que toutes les autres équipes se sont améliorées dans la division canadienne, oui, mais toi, as-tu donné des munitions à ton directeur général de le faire? Je pense pas. Fait que, on aurait pu se garder une petite gêne de ce côté-là, à mon avis. Puis l'autre chose intéressante, les gars, c'est que, tu sais, il y a des gars à Ottawa qui étaient identifiés sénateurs à toute leur carrière. Je pense à Borowiecki. Il n'y a pas un gars dans cette organisation-là qui s'est donné autant que lui. Il a défendu des coéquipiers, puis ils ont trouvé une façon de le laisser partir. Puis il ne demandait pas des milliards, lui-là. C'était pas le genre de gars qui était avare, puis je vais absolument avoir plus qu'un tel. Donne-moi un contrat qui répond à mes conditions. Je veux dire, il n'est pas capable de garder ce gars-là à la maison. Alfredson, il a fallu qu'il aille finir sa carrière ailleurs. Il y a un problème, là. C'est pas juste le directeur-gérant. Ça va plus haut. Puis je pense que le propriétaire, il se mêle de choses qu'il ne devrait pas se mêler parce que c'est pas un gars de hockey. Puis quand c'est pas des gars de hockey qui prennent des décisions, mais il arrive ce qui arrive là. Alfie, on le voit même plus dans l'entourage de l'équipe. C'est leur Jean Béliveau.
Comment ça se fait que lui, il n'est pas autour de l'équipe, qu'il n'occupe pas un rôle important, puis qu'il ne fasse pas... C'était lui le visage de cette équipe-là pendant des années. On n'a même pas été capable de le garder, même s'il ne joue plus. Tu sais, c'est des situations où j'ai de la difficulté à m'expliquer. On a demandé, il est où, Alfie? À un moment donné, en 2017, quand ils ont fini contre les Pingouins, ils ont passé proche de gagner dans l'Est. Là. En finale, dans l'Est, ils perdent contre les Pingouins, un match en 3e période de prolongation. Il y avait une belle équipe, les Guy Boucher est en arrière du banc. C'est après ça qu'ils ont tout démoli. Mais Alfie était là dans l'entourage. L'année d'après, paf, on ne le voit plus. Puis là, ce qui arrive avec Alfie, il était sur la glace, moi je le voyais à 20 games. Exact. Il était en conflit avec le propriétaire, puis le propriétaire ne voulait pas lui donner de place. Puis le départ d'Erik Karlsson, qui était peut-être pas une si mauvaise chose là, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre par rapport à l'argent qui était réclamé puis tout, là. Mais le départ de Karlsson, c'était attribuable aussi au fait que Alfredsson avait été comme écarté par le propriétaire. Karlsson, c'était... le troisième fils, si on veut, de Daniel Alfredsson. Alors, si Alfredsson n'était plus dans l'entourage de l'équipe, ça ouvrait la porte au départ de Karlsson. Mais il y en a d'autres qui sont partis. Tu sais, je suis d'accord avec toi pour Borowiecki, mais on pourrait dire la même chose de Pajot. Je veux dire, Pajot, c'est un gars de Gatineau, c'est un gars qui était identifié au sénateur, qu'on aurait pu, à Ottawa, donner le même montant à Pajot. D'autant plus que là, on va être obligé de dépenser pour se rendre au plancher. Alors, moi, je vois un gars comme Paul Byron se retrouver à Ottawa, dans sa ville, à un moment donné, parce que les sénateurs vont avoir besoin du contrat pour se rendre. Puis, je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, les sénateurs se fassent donner un bonbon par le Lightning de Tampa Bay pour prendre Tyler Johnson, parce qu'à un moment donné, le Lightning va avoir besoin de larguer ce contrat-là pour boucler son budget, puis Ottawa va avoir besoin de dépenser des sous. Mais tu sais, dépenser de l'argent, ça ne veut pas dire de la gaspiller. Et si Melnyk avait accepté de dépenser au fil des dernières années pour garder des gars comme Pajot, c'est pas un grand joueur de hockey, Jean-Gabriel, mais c'était un gars des sénateurs, c'était un gars de la place, c'était leur Philippe Danault, si on veut. Alors, à ce niveau-là, on aurait pu le garder. Et puis, il y en a d'autres qui sont partis au fil des dernières années qui, pour moi, étaient des piliers de cette équipe-là. Et puis, tu peux rebâtir tant que tu veux, mais si tu enlèves un pilier, mais ça va s'écrouler puis tu vas rebâtir. Alors, on bâtit des châteaux de cartes à Ottawa depuis l'arrivée de Melnyk, et pour moi, ça, c'est certainement pas un gage de succès. Puis juste pour enchérir sur ce que tu as dit, puis je ne veux pas te contredire sur Karlsson, mais quand je vois Karlsson, moi, c'est vrai qu'il y avait des failles en défensive, je l'accorde. Mais le salaire allait avec qu'est-ce qui amenait à l'équipe au niveau... Non seulement, tu parlais tantôt de vendre des chandails. Lui, il en faisait vendre des chandails, Karlsson. Karlsson, c'était une attraction. Oui, il y avait des erreurs sur la glace, mais Karlsson, c'était aussi celui qui avait réécrit ton livre de record au niveau de ton organisation. Tu sais, c'est... de drafter ces gars-là, ça prend pratiquement des choix de première ronde, puis dans les 2-3 premiers. T'as pas ça chaque année. Mais là, tu vas prendre combien de temps avant de revoir un Karlsson à défense? Il y en a qui vont dire Thomas Chabot, oui, Thomas, il est bon. Mais imagine-toi Thomas Chabot en même équipe que Karlsson. Il me semble que tu es meilleur, non? Tu sais, ça va coûter un petit peu plus d'argent. Mais si tu n'es pas capable d'arriver au plafond salarial puis de payer, vends ton équipe ou tu sais, débarrasse. Tu n'es pas capable de le faire. Fait que fais-toi un service, puis rends un service aux gens qui vont avoir payé pour ça. Mais regarde, je suis pas capable, moi, d'accoter soit 82 millions par année. Je suis pas capable de payer plus que 60. Mais va t'acheter une équipe de la Ligue américaine. Achète-toi pas une équipe de la Ligue nationale. T'es pas capable d'arriver à tes fins. Sérieux. Ben, c'est parce les mauvaises langues te diraient que c'est probablement ça qu'il y a en ce moment. Ben, c'est parce qu'à toutes les fois qu'arrive une situation comme Pajot, ou peu importe, on n'a pas signé Leclerc. On ne sait pas les demandes de Leclerc, mais... Duclair, pardon. Mais tu sais, quand c'est le temps, là, on a plein de bons jeunes. Là, ils vont devenir bons. Puis là, dans 5 ans, on sera plus capable de les payer ou on ne voudra pas les payer, mais on va recommencer. Tu sais, les bons joueurs, jeunes joueurs que tu as, puis Pajot, c'est un exemple parfait. Oui, à 5 millions, je pense qu'il fait 5 millions, c'est peut-être... 5, ouais. C'est ça que ça vaut. Puis si tu n'es pas capable de garder un gars de la place puis le payer, ça n'a pas de bon sens. Là, on a plein de bons jeunes joueurs qui vont être là dans 3, 4, 5 ans qu'on va devoir payer. Si on ne veut pas les payer, on va toujours recommencer à la case départ, puis il n'y a aucun agent libre qui va vouloir aller là. Donc, moi, je suis d'accord avec vous autres. C'est n'importe quoi à Ottawa. Éric, pour prendre ce que Normand vient de dire, là, Normand parle du propriétaire qui ne paye pas.
Mais Ouais. les joueurs, ils se parlent entre eux autres. Là. Ils voient à Ben quel oui. point c'est la classe partout ailleurs, puis quand tu arrives à Ottawa, c'est autre chose. Si moi, je l'entends des joueurs, c'est sûr qu'Éric, tu l'as entendu. Normand vient de parler du côté propriétaire, mais les joueurs, là, tu sais, Normand dit, ils ne re-signent pas ces gars. Mais les gars, avec tout ce qui se dit sur Melnyk, puis à la façon qu'ils sont traités à Ottawa versus ailleurs, les joueurs, peut-être qu'ils ne voudront plus jamais y aller tant que c'est Melnyk. Non, ils ne veulent pas y aller. Moi, j'ai joué avec des joueurs qui ont joué à Ottawa dans le temps, il y avait des bonnes équipes. Puis quand Melnyk est arrivé, il a tout détruit ça. Là, je veux dire, c'est une des organisations qui s'occupe moins bien de ses joueurs, là, que ce soit les vols, ces choses-là. C'est une équipe qui est en bas de classement dans tout. Donc, ben oui, le mot se passe. Puis quand tu es agent libre, Ottawa, il n'est pas sur le top de ta liste. Puis surtout que c'est une équipe qui est dans le sort mouvant depuis un bout. Là. Donc, oui, ça part d'en haut. Tout part d'en haut. Les meilleures organisations de la Ligue ont les meilleurs propriétaires, puis ça s'en va jusqu'en bas. Ouais, puis regardez les boys, juste pour compléter Normand. là-dessus, là, juste pour compléter là-dessus, là, tu sais, à la fin de l'année qui s'en vient, si on est pour en avoir une, là, Tkachuk, il va devoir signer son contrat de 3 ans d'entrée, il va être fini. J'ai hâte de voir là, comment lui, là, il faudrait qu'il passe à la banque. Là. Je pense que ça va être leur tête d'affiche. J'ose espérer qu'ils vont le signer. Mais encore une fois, ces gars-là, ils vont vouloir être dans une équipe où un jour, ils vont aspirer à faire partie des séries et être une équipe qui va avancer. Là. Les bons joueurs veulent jouer pour les bonnes équipes, c'est sûr. Puis à un moment donné, quand ils voient que ça marche pas, puis qu'il n'y a rien qui se construit puis qui se bâtit, regardez à Buffalo, là. Selon ce que j'ai entendu, moi, Jack Eichel, là, il commence à être tanné, puis il veut probablement s'en aller. Est-ce que ça va arriver à un moment donné? Ça se peut que lui, il cogne à la porte, puis s'il ne voit pas d'amélioration, là, ils ont signé Taylor Hall. Probablement pour lui dire, regarde, on t'en a amené un bon, là, on va espérer que ça marche. Parce que c'est Ouais, mais ils ont certain des bons que les bons propriétaires, eux joueurs... autres, Norm. Oui, non, je suis d'accord. Mais si tu compares ça à Ottawa, il n'est pas à comparer. Mais quand je regarde ce qui se passe à Ottawa, c'est la même chose pour le joueur qui s'assit dans la chambre puis regarde les gars alentour de lui, puis ça va te changer. Tu sais, les boys, ils se parlent entre eux autres. Là. Ils ont le temps de jaser quand ils sont dans l'avion, quand ils sont dans les autobus. Ils jasent, ça a-tu du bon sens? Tu vois qu'est-ce qu'on vient de faire là? Tu vois notre jambon de propriétaire, qu'est-ce qu'il vient de faire? Tu sais, t'as toutes sortes de... Ça se passe. Le gars change d'équipe, là, il dit ça à d'autres. Ça devient une... C'est pour ça que je te disais tantôt, tu l'as, Carlson. Et Carlson n'a pas dit qu'il voulait s'en aller. Carlson a répété. Le contrat qu'ils m'ont offert, c'était rien de proche de ce que je pouvais avoir ailleurs. C'est sûr que je suis parti. Duchesne est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? La première chose, je veux jouer pour une équipe qui va gagner, qui veut gagner. Tabarouette, c'était quasiment envoyer une flèche au cœur direct à Dorion. Il ne va pas lui dire une pire affaire au directeur gérant. Autrement dit, je reste pas avec vous autres, vous ne voulez pas gagner. Il y en a qui vont dire Duchesne, c'est quand même ordinaire, là, qu'est-ce qu'il a fait après, mais il ne voulait pas rester à Ottawa. C'est la même chose avec Mark Stone. Mark Stone, c'est le prochain capitaine. C'est Mark Stone. C'est incroyable. T'sais, Mark Stone, c'est un des meilleurs attaquants de la Ligue nationale, un des vétérans qui s'en vient. Ça va être un gars de première classe. T'sais, c'est sûr et certain que c'est des choses que il faut que tu sois capable de garder ton noyau chez vous et pas qu'il quitte à chaque fois. Là, le problème, ils rentrent, les jeunes, et comme les boys ont dit tantôt, Éric l'a mentionné, François l'a dit aussi, ils vont-ils signer? Là, ils ont signé Chabot. Pauvre Thomas, j'espère qu'ils vont réussir à signer les autres jeunes pour bâtir une équipe. Un jour, ils vont faire de quoi? Là? Vas-y, François. Je vais faire du millage sur ce que tu viens de dire, l'expression « bâtir une équipe ». Alors, regardons ce que les Sabres de Buffalo ont fait. Bon, Taylor Hall, c'était le joueur autonome qui était le plus courtisé, au niveau de la valeur, au niveau des buts, puis tout ça. Mais quand tu regardes puis tu analyses les statistiques, il n'était pas... il n'était pas aussi flamboyant que la réputation qu'il a. Donc, on a amené un Band-Aid, un pansement à Buffalo, puis on a dit, Jack, on ne gagnera peut-être pas, mais on t'a amené un gars qui va te permettre de grimper au niveau de tes statistiques puis de t'illustrer parmi les meilleurs producteurs de points de la Ligue nationale. Mais ça ne veut pas dire que tu vas gagner, ça. Un gars comme Mark Stone, prenons l'exemple de Mark Stone des Sénateurs, tu veux garder ça au sein de ton organisation parce que lui, il veut gagner. Tu sais, des organisations, comment le Lightning de Tampa Bay a fait pour convaincre ses joueurs de rester là? Braden Point, est-ce qu'il aurait fait plus d'argent en allant ailleurs? C'est sûr. Mais Braden Point voulait gagner. Alors, il voyait la philosophie de l'équipe, puis il se disait, regarde, 1,5 million de plus ailleurs, mais finalement, avec les impôts, avec le soleil, ça ne vaut pas ce que j'ai ici.
parce qu'ici, je vais avoir une chance de gagner. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus important. C'est pour ça que je te disais tantôt, Normand, dépenser de l'argent, oui, mais la gaspiller, c'est pas une bonne affaire. Parce que moi, je voulais pas, à titre d'exemple, voir le Canadien gaspiller de l'argent sur un Taylor Hall, parce que c'est pas le genre de gars qui va te permettre de faire gagner ton club. Il va avoir des points. Regarde, au New Jersey, il y a eu une très bonne saison, mais après ça, il est parti. Puis en Arizona, ça n'a pas été les gros chiards. Tu me diras qu'il était peut-être mal entouré, c'est vrai, mais tu sais, c'est pas le gars autour de qui tu veux bâtir ton club. Mais Mark Stone, par exemple, ça l'était. Brendan Gallagher, ça l'est. C'est pour ça que le Canadien est allé vers un joueur comme lui. Puis c'est ça que les sénateurs devront faire. Ils devront identifier maintenant leur nouveau pilier. Pour moi, Tkachuk, c'est le gars tout désigné. Et si on branle dans le manche l'année prochaine, allô les offres hostiles qui pourraient tomber. Puis là, Melnyk va se rendre compte que ça va lui coûter pas mal plus cher que s'il avait planifié ces choses comme il faut. Mais tu sais, quand on parle d'une équipe, là, tu viens de le mentionner, François Normand avec Stone, une équipe d'expansion, ça fait 3 ans qu'ils sont dans la Ligue nationale. Ils sont capables de signer Stone pour un contrat de 7 ans. Ils sont capables de signer Pietrangelo pour 7-8 ans. Ça veut dire que les sénateurs, eux, sont pas capables de faire ça. Donc, ça fait pas de sens. Le propriétaire a donné les outils là-bas pour réussir. Il est capable de signer des... Tu sais, Stone, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Pietrangelo, un des meilleurs défenseurs. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça à Ottawa? Parce qu'on veut pas dépenser. C'est seulement ça. Puis oui, il faut dépenser. Des fois, tu vas te tromper, mais à un moment donné, il faut que tu donnes des munitions. Une équipe d'expansion est capable de le faire parce que le propriétaire a donné le feu vert à son directeur général de dépenser puis de signer les bons joueurs qu'il est allé chercher. C'est incroyable qu'une équipe comme Ottawa, que ça fait plus longtemps que ceux qui sont dans la Ligue sont pas capables de le faire parce qu'on ne veut pas dépenser. Ah oui, écoute, les boys, moi, je suis obligé de vous laisser. Martin puis François et Éric, je vais être obligé de vous quitter parce que j'ai une autre émission qui part dans 5 minutes. Alors, à la radio... pas meilleure que celle-là. Pas meilleure que la tienne, non, c'est sûr, mais là, je suis obligé quand même de vous laisser dans ces bons termes. Et je vous souhaite la prochaine. Salut les boys. Hey, c'était ça le téléphone de dinosaure qui sonnait tantôt? Non, c'était pas le téléphone de dinosaure. C'était d'autres choses. Bye. Salut, boys. Bye, buddy. Ça peut changer vite, hein? Avant que je laisse François et Éric aussi, là, parce qu'on a dépassé notre temps. Jean-Luc Pigeon a dit ça change vite. François, il parle de Tampa avec raison. Mais Tampa, il y a 12 ans, c'est une organisation de clowns avec un DG qui s'appelait Brian Lawton, Barry Melrose comme coach. Puis on a tout changé ça. Puis je me demande, François, si ça n'a pas rapport avec le changement de propriétaire? Oui, c'était Len Barry ou Len Barry, un ancien joueur. Il avait joué pour les Kings, justement. C'était tout croche. Les propriétaires, c'était tout croche. C'est exactement la même affaire qu'Ottawa. Tu sais, Éric a raison, ça part d'en haut. Un propriétaire, il faut que ça soit solide. D'abord, il faut que ça ait les moyens de ses ambitions. Alors, il faut qu'il y ait de l'argent. Il faut qu'il soit prêt à en dépenser. Il faut qu'il soit prêt à en perdre pour mieux gagner après. Puis quand tu regardes les propriétaires des concessions qui vont bien, des concessions qui sont gagnantes, c'est ça qu'on a fait. Tu sais, quand tu regardes ce qui se passe à Vegas, c'est la même chose. Ils sont arrivés, ils n'ont pas rechigné sur le 650 millions qu'ils avaient à donner. Ils l'ont donné et ils ont dépensé de l'argent. Puis ils ont dit, regardez-nous bien aller, on n'arrive pas ici pour prendre 10-15 ans pour se placer. On veut être un club qui va être significatif dès notre entrée dans la Ligue nationale. J'ai hâte de voir si c'est ce qu'on fera à Seattle avec le Kraken, mais quand tu regardes les propriétaires qui sont là, j'étais à la réunion des gouverneurs lorsqu'on a accepté l'entrée du Kraken et les propriétaires qui étaient là, c'était le message qu'ils donnaient. Alors, ce sera vraiment intéressant de voir de quelle façon ça va passer. Tu sais, les Bruckheimer et les bailleurs de fonds de cette équipe-là sont justement des gars qui, dans leur profession, ont toujours trouvé le moyen de performer. Alors, j'imagine qu'ils vont donner à leur directeur général les moyens de faire performer ce club-là. Mais ça part d'en haut. Si le message est tout croche en haut, tu as des joueurs qui jouent tout croche en bas. Et ça, moi, je partage l'avis d'Éric là-dessus. All right, mon chum, Éric, un gros merci d'avoir été là aujourd'hui. Avec ton chandail en plus, t'as été concept, t'as été allé chercher ton chandail des Kings. Un gros merci, on va te laisser à ta souffleuse.
oui, oui, il est beau. merci. Je suis pas prêt de jouer au golf. À pouvoir regarder le Master en fin de semaine, là, j'ai les mains qui me tétillent. Là. J'ai rejoué une petite ronde de golf, mais c'est terminé pour moi. Ah ouais, mon chum, on se rejase la semaine prochaine. Attention à toi. Salut François. Salut. Puis moi, ben, j'ai mon petit tapis pour aller faire mes coups roulés. Comme ça, je peux pas jouer, mais au moins, j'essaie de me préparer pour la prochaine saison. T'es-tu comme dans l'émission Dallas dans le bureau à JR qui avait son tapis pour rouler des putters? Il manque les cigares, il manque le chapeau de cowboy, puis il manque une coupe de pièces. Mais pour le reste, il y a des ressemblances, c'est vrai. Écoute, on aurait pu jaser, on était parti là, sur le sujet des sénateurs, puis sais-tu quoi? Soit quand tu vas être là ou quand Flanner va être là, sais-tu quelle question il faut demander pour avoir du fun? Parce que pendant qu'on jasait, je regardais l'alignement des Red Wings et des sénateurs. Pas sûr que les sénateurs passeraient en avant des Red Wings. Quand tu as dit les Red Wings ont fait quelques mouvements, je suis allé voir puis j'ai fait écoute, pas sûr que je prendrais les inexpérimentés sénateurs devant les Red Wings. Bref, ça sera peut-être pour un autre show. Et puis, oublie pas une chose. Le sport chose. nous a amené plein d'émotions. Oublie pas une chose, Steve Yzerman est revenu à Détroit. Regarde le dernier repêchage. Ils sont retournés du côté de la filière suédoise. Ils ont ramassé plein de joueurs là-bas. S'il y a des propriétaires qui sont prêts à dépenser des sous pour leur équipe, c'est bien à Détroit. Je te dirais que les Red Wings ont traversé là, des mauvaises saisons, c'est vrai, au cours des 2, 3, 4 dernières années. Mais surveillons-les bien. Puis je suis convaincu qu'à Détroit, les bons joueurs qu'on va trouver pour rebâtir, on va les garder. J'aurais bien aimé ça, voir Manta à Montréal. Mais Yzerman n'était pas assez cave pour dire non, je ne le laisse pas partir, lui. Lui, je le veux, je le paye, je le garde. Alors, à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup plus de stabilité du côté de Détroit au niveau organisationnel qu'il en a toujours eu à Ottawa. Et c'est pas à cause du directeur général, c'est à cause de son boss à lui. Et à ce niveau-là, ça favorise les Red Wings bien plus que les Sénateurs. C'est clair. Hey, François, un énorme merci d'avoir été là pour les 2 jours, vendredi et lundi. C'était belle fun. On est allé ailleurs, on a touché au hockey, mais on a touché à d'autres sports également. On aurait même pu parler pendant des longues minutes de Kim Wang, qui est la première femme directeur gérant d'une équipe. Le sport nous a fait vivre plein d'émotions en fin de semaine, puis j'étais bien content de partager ça avec toi. C'est très gentil. Puis, écoute, si Yannick s'en va ou si jamais tu prends une couple de journée de vacances, ben faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Disons qu'en ce moment, en attendant le retour de la saison 2021-21, j'ai bien du temps. Fait que ça va me faire plaisir de venir jaser à On Jase. Profite-en pour te reposer. Un gros merci, François, d'avoir été là. Merci à tous nos fidèles d'On Jase qui nous suivent par n'importe quelle façon, podcast, qu'on peut le faire également sur rds.ca. Donc, un gros merci à vous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe technique, Joël et Valérie, ainsi que toute son équipe. Puis nous autres, on se rejase demain pour une autre édition de On Jase. Entre autres, Anthony Beauvillier sera avec nous autres. Bye-bye.